Parce que je mène un combat qui mérite un peu de... Ah, mon 4e mariage a été le pire de ma vie. À 90 ans, une seule phrase, courte, tranchante, et pourtant assez puissante pour faire trembler toute la France. Quand Brigitte Bardot prononce ces mots, ce n'est pas seulement une confidence tardive, c'est une déflagration, car Bardot ce n'est pas une femme comme les autres, c'est un mythe national, une icône gravée dans la mémoire collective, figée pour toujours dans la jeunesse, la liberté, la sensualité. Une femme que l'on a adorée, désirée, jugée, mais que l'on n'a jamais vraiment écoutée. Et soudain, à l'âge où beaucoup se taisent à jamais, elle parle. Sans colère, sans mise en scène, sans chercher à plaire. Cette phrase, elle ne la lance ni pour provoquer, ni pour se venger. Elle la dépose, comme on poserait une pierre sur une tombe, celle de ses illusions. Car derrière les affiches de cinéma, derrière les flashs, derrière le sourire insolent de la femme libre, se cachait une autre vérité, celle d'une femme usée par l'amour, épuisée par les promesses non tenues, marquée à jamais par 4 mariages qui, loin de la sauver, l'ont lentement vidée de sa lumière. Pendant des décennies, la France a voulu croire à une Brigitte Bardot invincible, une déesse inaccessible, affranchie des règles, insensible aux blessures ordinaires, une femme au-dessus des autres femmes. Mais ce jour-là, en quelques mots, Bardot fait tomber le masque. Elle n'est plus une légende, elle est une femme, fatiguée, lucide, presque désarmée. Les journaux s'emballent. Bardot avoue le pire. Le secret d'une vie sentimentale brisée. Les réseaux s'enflamment, les admirateurs s'interrogent. Comment celle qui avait tout, la gloire, la beauté, les hommes, peut-elle encore parler de douleur ? Que peut-elle avoir vécu que nous n'ayons pas déjà fantasmé ? Mais Bardot ne cherche ni la pitié, ni le scandale. Elle raconte. Simplement, avec la gravité de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Elle parle des illusions perdues, de la passion qui consume, de la solitude qui suit, et surtout du prix exorbitant de la liberté. J'ai cru trouver l'amour 4 fois, et 4 fois je me suis trompé. Ces mots ne sont pas une plainte, ce sont un constat. Presque une épitaphe. Pour la première fois, Brigitte Bardot ne joue plus aucun rôle. Elle ne séduit plus, elle ne provoque plus. Elle se tient là, nue face à son passé, sans maquillage, sans lumière flatteuse. Et ce qu'elle révèle dépasse largement sa propre histoire. À travers elle, c'est toute une époque qui se fissure. Celle où l'on voulait des femmes libres, mais pas trop. Désirables, mais silencieuses. Admirées, mais dociles. Bardot a refusé d'entrer dans cette case. Et pour cela, elle a payé cher. Ce jour-là, la France ne découvre pas seulement la vérité sur ses mariages. Elle découvre le revers du mythe, une femme qui a tout donné à l'amour et qui s'est souvent oubliée elle-même, une femme qui a brûlé sa vie à force de vouloir la vivre intensément. Mais pour comprendre comment cette phrase « le pire de ma vie » a pu naître, il faut remonter bien plus loin. Avant les divorces, avant les scandales, avant la gloire mondiale, il faut revenir à l'homme qui a tout déclenché, celui qui a créé Bardot, et qui a brisé à jamais son innocence. Avant les scandales, avant les mariages ratés, avant même que son nom ne devienne un symbole mondial, Brigitte Bardot n'était qu'une adolescente fragile, presque effacée, une jeune fille de 18 ans, passionnée de danse, timide, élevée dans une bourgeoisie stricte où l'on ne parlait ni de désir ni de liberté. Elle ne savait pas encore qu'elle allait bouleverser le monde, elle ne savait pas non plus que le premier homme qu'elle aimerait serait à la fois son sauveur et sa première blessure. Cet homme s'appelait Roger Vadim. Quand Bardot le rencontre au début des années 1950, Vadim est déjà tout ce qu'elle n'est pas, sûr de lui, cultivé, provocateur, profondément ancré dans le milieu artistique parisien. Il parle de cinéma comme on parle d'un destin. Il fume, il séduit, il observe. Et très vite, il comprend ce que personne d'autre n'a encore vu. Cette jeune fille silencieuse possède une présence magnétique, presque animale, capable de brûler l'écran sans dire un mot. Entre eux, ce n'est pas une romance ordinaire, c'est une emprise douce, presque invisible. Vadim devient son guide, son initiateur, son centre de gravité. Il lui apprend comment se tenir devant une caméra, comment regarder, comment exister. Bardot, elle, s'abandonne entièrement. Elle aime comme on se jette dans le vide, sans filet, sans calcul. Mais très vite, l'amour se déséquilibre. Vadim façonne Bardot, mais il ne l'appartient jamais vraiment. Séducteur compulsif, il multiplie les aventures, parfois sous les yeux même de celle qu'il adore. Bardot souffre en silence, trop amoureuse pour protester,
trop jeune pour comprendre que l'amour ne devrait pas humilier. Plus tard, elle dira cette phrase terrible: « Il m'a appris la liberté, mais il a tué mon innocence. » En 1956, Vadim la dirige dans Et Dieu créa la femme. Le film est un séisme. En quelques semaines, Bardot devient la femme la plus désirée de la planète. Son corps, sa démarche, son regard deviennent des symboles. La France se divise. Certains crient au scandale, d'autres à la révolution. Mais personne ne se demande ce que vit la jeune femme derrière l'image. Car pendant que le monde fantasme, Bardot s'effondre intérieurement. La célébrité n'a rien de doux. Elle est brutale, intrusive, violente. Les regards la dévorent, les jugements pleuvent. On ne voit plus Brigitte, seulement Bardot. Et Vadim, déjà attiré par d'autres horizons, s'éloigne peu à peu. Il a créé une déesse, mais il ne sait plus aimer la femme. Leur mariage se délite sans éclat. Pas de cris, pas de drame public. Juste un vide immense. Pour Bardot, c'est un double effondrement. Elle perd l'homme qu'elle aime et découvre que le succès ne protège de rien. Pire encore, il amplifie la solitude. Ce premier amour laisse une trace indélébile. Il imprime un schéma qui se répétera toute sa vie. Aimer trop fort, se donner entièrement, puis se retrouver seul face aux ruines. Vadim lui a ouvert les portes du monde, mais il a aussi installé en elle une blessure profonde, celle de croire que l'amour se mérite par le sacrifice. Des années plus tard, Bardot reconnaîtra que sans Vadim, elle ne serait jamais devenue Bardot. Mais à cause de lui, elle ne sera plus jamais une femme ordinaire. Ce premier vertige a créé la légende et condamné la jeune fille à ne plus jamais revenir en arrière. Et pourtant, après cette désillusion, Brigitte veut encore y croire. Elle pense qu'un autre homme, plus rassurant, plus conforme aux attentes, pourra réparer ce que Vadim a brisé. Elle croit qu'en devenant épouse, puis mère, elle trouvera enfin sa place dans le monde. Elle ne sait pas encore que ce choix va l'entraîner dans la plus grande culpabilité de sa vie. Après la passion dévastatrice et la chute brutale, Brigitte Bardot croit comprendre enfin ce que l'on attend d'elle. La France ne veut plus seulement une femme libre, sulfureuse, indomptable. Elle veut la voir rentrer dans le rang, se marier, se calmer, devenir raisonnable et surtout devenir mère. C'est dans ce climat lourd de jugement et de pression qu'elle épouse Jacques Charrier en 1959. Lui est élégant, discret, issu d'un milieu bourgeois rassurant. Elle est déjà un mythe vivant, prisonnière d'une image qui la dépasse. Leur mariage est célébré à la hâte, presque comme une mise en scène collective. On veut faire taire les rumeurs, donner à la France une Bardot assagie, enfin conforme. Quelques mois plus tard, Brigitte tombe enceinte. Pour la presse, c'est une victoire morale. Pour elle, c'est le début d'un cauchemar silencieux. Car derrière les sourires imposés et les photos officielles, Bardot suffoque. Elle ne s'est jamais rêvée mère. Non par manque d'amour, mais par instinct de survie. Elle sent confusément que cet enfant va l'enchaîner à une vie qu'elle n'a pas choisie, à une identité qui n'est pas la sienne. Lorsqu'en 1960 naît son fils, Nicolas, Brigitte ne ressent pas la joie que tout le monde attend. À la place, une angoisse profonde, une fatigue écrasante, une impression d'être enfermée dans un rôle écrit par d'autres. Elle traverse une dépression sévère, dont on ne parle pas à l'époque. Les cris du bébé, les obligations quotidiennes, la perte de liberté, tout la submerge. Plus tard, elle osera dire l'impensable « Je n'étais pas faite pour être mère ». Cette phrase choque encore aujourd'hui, mais dans les années 60, elle est impardonnable. Une femme peut être infidèle, scandaleuse, provocante, mais pas refuser la maternité. La société ne lui pardonne pas cette défaillance. On la juge, on la condamne, on l'étiquette comme égoïste, monstrueuse, indigne. Pendant ce temps, Jacques Charrier s'affiche en père modèle. Le contraste est cruel. Bardot se replie sur elle-même, rongée par la culpabilité. Elle aime son fils, mais ne sait pas comment l'aimer sans se perdre. Le couple se déchire. Les disputes s'accumulent. La presse s'acharne. En 1962, le divorce est prononcé, et le verdict tombe comme une sentence morale. La garde exclusive de l'enfant est accordée au père. Pour Brigitte Bardot, c'est une humiliation publique, mais surtout une blessure intime irréparable. Elle a l'impression d'avoir été punie pour ce qu'elle est, pour avoir refusé de mentir, pour avoir dit tout haut ce que tant de femmes taisaient. « On m'a puni d'être différente ?» confiera-t-elle plus tard. « On m'a puni d'être moi. » Cette séparation marque un point de non-retour. La relation avec son fils restera distante, douloureuse,
presque inexistante, une fracture que le temps n'effacera jamais. Toute sa vie, Bardot portera ce poids, celui d'avoir été une mère jugée indigne par le monde et insuffisante à ses propres yeux. Des années plus tard, avec une lucidité glaçante, elle dira « On m'a donné un enfant pour que je sois une femme complète. En réalité, cela m'a rendue incomplète à jamais. » Derrière les projecteurs, derrière la beauté célébrée, se cache alors une femme brisée, non pas par la perte de la gloire, mais par la perte d'un lien qu'elle n'a jamais su construire. Cette maternité manquée devient le cœur sombre de son existence. La preuve que l'amour, sous toutes ses formes, peut parfois être une prison. Après cette épreuve, Brigitte n'essaie plus de plaire à la morale, elle ne cherche plus à correspondre. Elle fuit, elle veut respirer, elle veut vivre autrement. Et lorsqu'un homme va surgir avec des roses tombées du ciel, des yachts et des fêtes sans fin, elle croit une fois encore que l'oubli est possible. Après la honte, après la culpabilité, après la blessure irréparable de la maternité perdue, Brigitte Bardot ne cherche plus à être comprise, elle cherche à oublier, à anesthésier la douleur, à se convaincre que la vie peut encore être légère. Et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaît un homme qui semble sorti d'un conte moderne, Günther Sachs. Sachs n'est pas seulement riche, il est immensément riche, héritier, photographe, esthète, playboy flamboyant, il incarne l'excès absolu des années 60. Là où Bardot porte en elle des cicatrices invisibles, lui offre des fêtes, des voyages, des promesses sans lendemain. Leur rencontre est électrique, fulgurante, presque irréelle. Ensemble, ils forment un couple que la planète entière regarde avec fascination. Pour la conquérir, Sachs frappe un grand coup. Un jour, au-dessus de la villa de Saint-Tropez, un hélicoptère surgit dans le ciel. Des milliers de pétales de roses tombent lentement sur la terrasse. La scène fait le tour du monde. La presse s'en empare. On parle de romance absolue, de passion légendaire. Brigitte Bardot épouse Günther Sachs à Las Vegas en 1966. Le mariage est un événement planétaire. Yacht, champagne, destination exotique, nuit blanche, invités prestigieux. Tout semble possible. Tout semble parfait. Trop parfait. Car derrière les flashs et les sourires, Bardot se sent étrangère à cette vie. Elle n'est plus une femme, mais une image. Une icône que l'on exhibe, que l'on admire, mais que l'on n'écoute pas. Dans ce monde saturé de luxe, chaque émotion semble superficielle. Les conversations glissent à la surface des choses, les regards s'attardent sur son corps, jamais sur ses silences. Plus tard, elle résumera cette période avec une phrase glaciale. « J'étais une poupée qu'on posait sur un trône. » Sachs, charmant, généreux, mais profondément volage, multiplie les aventures. Bardot le sait, elle le devine, elle ferme les yeux, non par naïveté, mais par fatigue. Elle n'a plus la force de se battre. Elle se contente de survivre dans un décor doré. Les fêtes deviennent interminables. Les rires sonnent faux. Et chaque nuit, malgré le bruit, la solitude revient. Un jour, lors d'une interview, elle lâche une phrase qui passe presque inaperçue à l'époque, mais qui résume tout. « Je n'étais pas malheureuse, j'étais vide. » Ce vide est pire que la douleur. La douleur prouve que l'on aime encore. Le vide, lui, annonce la fin. Quelques mois plus tard, Brigitte quitte Günther Sachs sans cri, sans scandale. Le divorce est prononcé dans le calme. Deux êtres qui se séparent sans haine, mais sans amour non plus. Une passion trop brillante pour durer. Des années plus tard, lorsqu'elle apprend le suicide de Sachs en 2011, Bardot confie avec une tristesse contenue « Il m'avait offert des roses par le ciel, mais c'est la vie qui lui a volé ses ailes. » Cette phrase résume tout ce qu'a été leur histoire. Une illusion splendide, une fuite en avant, un éclat qui n'a laissé derrière lui qu'un parfum de mélancolie. Pour Brigitte Bardot, une certitude s'impose alors, lentement, douloureusement. Chaque homme qu'elle a aimé lui a pris quelque chose, un morceau de confiance, un fragment de lumière. Après la passion fondatrice, après la maternité brisée, après le luxe vidé de sens, il ne lui reste plus qu'un dernier espoir, celui de la stabilité, du calme, d'une vie sans drame. Elle croit encore, une fois, que l'amour peut exister sans excès. Elle ne sait pas encore que ce dernier mariage sera le plus long et le plus glacial de tous. Après les tempêtes, après les passions qui brûlent et consument, Brigitte Bardot ne rêve plus d'ivresse. Elle ne veut plus de drame, plus de scènes spectaculaires, plus de promesses enflammées. Elle aspire à quelque chose de plus simple, plus calme, presque banal. À plus de 50 ans, elle croit qu'il est enfin temps de se reposer de l'amour. C'est à ce moment-là qu'entre dans sa vie Bernard Dormal. Sur le papier,
tout semble rassurant. Bernard est un homme discret, structuré, loin du monde du cinéma, conseiller politique, rigoureux, attaché à l'ordre, à la discipline, à la respectabilité, l'exact opposé des hommes qu'elle a aimés auparavant. Avec lui, Bardot pense avoir trouvé ce qui lui a toujours manqué, la stabilité, une vie sans éclat, sans excès, sans chute. Il se marie en 1992. La presse parle d'un couple solide, enfin apaisé, enfin durable. On évoque une Brigitte Bardot, assagie, retirée du tumulte, installée à la Madrague à Saint-Tropez, loin des projecteurs. En apparence, tout est parfait. Mais très vite, le rêve se fissure. Car ce que Bardot prend pour de la paix n'est en réalité qu'un grand silence. Un silence froid, glacial. Bernard Dormal ne parle pas le langage du cœur. Il ne comprend ni ses élans, ni ses colères, ni sa sensibilité à fleur de peau. Là où elle fonctionne à l'instinct, il raisonne. Là où elle ressent, il contrôle. Nous ne parlions plus le même langage, confiera-t-elle plus tard. Les jours passent, les discussions s'éteignent, les gestes tendres se raréfient. Bardot se sent enfermé dans une existence trop étroite pour elle. Elle qui a toujours vécu intensément découvre l'étouffement lent, presque imperceptible, d'une vie réglée. Ce n'est pas une prison brutale, c'est pire, une prison confortable. Elle dira cette phrase terrible d'une simplicité désarmante. J'étais mariée, mais seule. Bernard supporte mal son franc-parler, ses prises de position radicales pour la cause animale, ses colères contre la société, contre les hommes, contre l'hypocrisie du monde. Elle, de son côté, ne supporte pas la froideur, le cynisme politique, cette manière d'aimer sans jamais se livrer vraiment. Il n'y a pas de cris, pas de scandale, juste une distance qui grandit jour après jour. Peu à peu, Brigitte se replie. Elle s'enferme à la Madrague, entourée de ses chiens, de ses chats, de ses chevaux. Les animaux deviennent sa seule compagnie sincère. Eux ne jugent pas. Eux ne mentent pas. Eux ne cherchent pas à la posséder. Pendant ce temps, son mariage s'éteint lentement, à l'abri des regards. Les journaux continuent de parler d'un couple uni. La réalité est tout autre. Dans l'intimité, Bardot souffre d'un vide immense. Pas celui des paillettes, pas celui du luxe, mais celui, plus cruel encore, de l'absence d'amour sous le même toit. C'était le mariage le plus long et le plus glacial, admettra-t-elle. Je vivais dans le confort, mais sans amour. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle le désignera, des années plus tard, comme le pire de sa vie. Non pas parce qu'il fut violent ou scandaleux, mais parce qu'il fut lentement mortel. Parce qu'il lui a appris qu'on peut mourir de solitude sans jamais être seul physiquement. Ce mariage lui révèle une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. L'amour ne se mesure ni à la durée, ni à la stabilité. Et parfois, l'absence de passion fait plus de dégâts que les tempêtes les plus violentes. Lorsque cette union s'achève, Bardot ne ressent ni colère, ni tristesse spectaculaire. Elle est simplement vidée. Comme si quelque chose s'était définitivement éteint en elle. Elle ne croit plus aux promesses, elle ne croit plus aux hommes, elle ne croit plus au couple. Il ne lui reste alors qu'une seule chose à sauver, elle-même. Quand tout s'est effondré, les amours, les promesses, les illusions, Brigitte Bardot n'a pas cherché à reconstruire. Elle a quitté la scène, délibérément, sans retour. Elle a tourné le dos au cinéma, au plateau, aux applaudissements, à cette foule qui l'avait portée puis dévorée. Pour beaucoup, ce fut une incompréhension. Pour elle, une délivrance. À la Madrague, sa maison de Saint-Tropez devenue presque mythique, Bardot vit désormais loin du monde. La mer comme horizon, le silence comme compagnon. Autour d'elle, des chiens, des chats, des chevaux, des animaux sauvés de l'abandon. Ils sont nombreux, ils sont bruyants parfois. Mais ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. Eux au moins, dit-elle, ne demandent rien d'autre que ma présence. La femme qui faisait battre le cœur du monde n'a plus besoin de séduire. Elle observe la mer, fume parfois une cigarette, parle doucement aux animaux comme à des confidents. Dans ce refuge, elle a trouvé ce que ni les hommes ni la gloire ne lui ont jamais donné. Une paix imparfaite mais réelle, une paix conquise à travers la fatigue, la désillusion, la solitude. Son visage a changé, bien sûr. Les traits sont plus durs, les rides profondes, mais le regard est resté le même. Intense, indomptable. À ceux qui lui demandent si elle regrette sa vie, elle répond sans hésiter. J'ai échoué en amour, oui, mais j'ai réussi ma vie parce que je suis resté libre.
Cette phrase, prononcée sans amertume, résume toute sa philosophie. Avec le temps, Bardot n'est plus seulement une actrice, elle est devenue un symbole, celui d'une liberté payée au prix fort. Dans les années 50 et 60, elle a bouleversé les codes, offert aux femmes l'image d'une sensualité assumée, d'une féminité sans honte ni concession. « Mon corps m'appartient », affirmait-elle à une époque où ces mots valaient scandale. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Après le cinéma, elle s'est réinventée. Elle a consacré sa vie à la défense des animaux, affrontant politiciens, lobbies, parfois même l'opinion publique. On s'est moqué d'elle, on l'a caricaturée. Elle a tenu bon, avec la même radicalité que dans ses amours, elle a défendu les sans-voix. Et peu à peu, ce combat a fini par inspirer, à forcer le respect. Aujourd'hui, quand les médias reviennent sur sa vie, ce n'est plus seulement pour parler de ses mariages ou de ses amants, c'est pour saluer une trajectoire unique, à la fois lumineuse et tragique. Bardot n'a pas cherché la perfection, elle a cherché la vérité. Elle a tout ressenti, tout risqué, tout brûlé. Et c'est peut-être pour cela qu'elle dérange encore. Dans une ultime entrevue, assise face à la mer, la voix rauque, elle murmure « Les hommes ont voulu me posséder. Le public m'a dévoré. Mais la nature m'a rendu à moi-même. » Dans cette phrase, tout est dit. La jeune fille, brûlante de désir, est devenue une femme apaisée, presque mystique, qui ne cherche plus rien d'autre que la simplicité du présent. Quand on lui demande ce qu'elle aimerait que l'on retienne d'elle, elle sourit avec une douceur nouvelle. Pas la star, pas la scandaleuse, juste une femme qui a aimé trop fort et qui a osé vivre sans mentir. Le silence qui suit est long, presque sacré. Le soleil disparaît derrière la Méditerranée et le mythe s'efface, laissant place à une âme humaine, libre, fragile, éternelle. Alors, une question demeure et elle vous est adressée, à vous qui regardez cette histoire. Qu'auriez-vous choisi à sa place ? L'amour avec ses chaînes invisibles ou la liberté avec sa solitude parfois insupportable ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs, des doutes, des questions, laissez un commentaire, partagez votre regard. Likez cette vidéo si vous pensez que certaines vérités méritent d'être dites, même tard. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits et partagez cette histoire autour de vous, parce qu'au fond, Brigitte Bardot ne nous a pas seulement raconté sa vie. Elle nous a tendu un miroir, et dans ce miroir, chacun peut reconnaître une part de sa propre vérité.